Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Maître Janine Bonadjunta, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes l'avocate d'Élodie. On sent l'emprise là. Enfin, on parlait, le mot employé dans le reportage était emprise psychologique. On la sent cette emprise parce que même dans les derniers moments, elle n'ose pas porter plainte contre lui. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait cette emprise sur votre cliente? Alors le phénomène d'emprise, tout le monde maintenant commence à comprendre qu'il s'agit d'une relation toxique et en déséquilibre. Il y a un dominant et elle était la dominée. Et donc on ne se sort pas de cette emprise facilement. Et là, ça l'a détruite, parce que on parle de ses jours psy, elle a été détruite. Elle a perdu 15 kilos, elle est allée en psychiatrie, ses parents l'ont récupérée vraiment dans un état déplorable. Elle avait des cheveux qui lui manquaient, puisqu'il avait arraché des touffes entières de cheveux, des dents cassées. Il dira elle est tombée, tant pis pour elle, lors du procès. Enfin, il a tout minimisé, bien évidemment. Et cette emprise, on ne s'en défait pas. Donc elle a été extrêmement rapide. C'était un terrain fragile, puisqu'elle avait rencontré cet homme par Internet. Et à la suite d'une histoire sentimentale qui avait été, effectivement, elle avait rompu. Et je dois dire que cet état de fragilité a fait qu'il en a profité. À quel moment, au bout de combien de temps, ça a commencé à basculer? Alors assez vite, pour des raisons tout à fait banales. Il a été charmant, elle le trouvait beau alors qu'il avait vraiment rien de beau, mais pour elle, il était beau. Elle est rapidement devenue amoureuse et très vite, ça a dérapé parce qu'elle a eu un coup de fil d'un de ses amis qui lui a annoncé le décès d'une de ses amies. Il a commencé à la gifler. Elle n'a rien compris et bien évidemment il s'est excusé puisque c'est le cycle normal. On est dans une période de tension, puis après d'énervement, de violence et ensuite il s'excuse. Sinon elle partirait. Donc lorsqu'il s'excuse, elle croit que c'est un accident de parcours. Donc des raisons banales. Son petit-neveu ou son petit-filleul de 5 ans lui disait « je t'aime » au téléphone. Elle répondait « moi aussi je t'aime ». Et quand elle raccrochait, il la giflait, par exemple. Il utilisait à un certain moment ses cartes bleues, et il utilisait tellement ses cartes bleues qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus d'argent. Il l'a frappée parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc c'était assez incompréhensible. On peut l'imaginer, effectivement, quand on prend des distances, que c'est incompréhensible, mais lorsqu'on est dedans, c'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte de la dévaloriser, de l'humilier en disant « heureusement que je suis là, parce que sans moi, tu n'es rien ». Et elle y croit, bien évidemment. Et puis elle le sent très fort, elle pense qu'il va être son protecteur, et il ne l'est pas, puisque lui ne travaille pas, elle travaille, elle est indépendante financièrement, et malgré tout, il n'arrête pas de la dénigrer en disant qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'est rien. Mais pourtant, il y a des moments où il va y avoir séparation entre eux, mais à chaque fois, ça se recolle. À chaque fois, parce qu'il retourne la chercher. Quand elle est sortie de l'hôpital psychiatrique, il est retourné la chercher chez ses parents. Il s'est mis à genoux pour qu'on lui pardonne. Il a parlé aux parents, il a écrit des lettres aux parents en disant que c'était inadmissible ce qu'il avait fait subir à leur fille. Et très vite, ils se promenaient, et très vite, ils allaient au restaurant, et il a eu une crise. Et comme elle dit, j'ai mangé le pavé dans les rues de Lille, parce qu'à un certain moment, elle lui a dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il l'a jeté par terre. Il l'a jeté par terre, il lui a cogné sa tête sur les pavés. Donc c'était très soudain, très effrayant d'ailleurs, elle en était terrorisée. Et cette terreur et cette peur l'a empêchée de partir. Mais le jour où Élodie reçoit ce coup de fil des forces de l'ordre, en lui disant vous allez comparaître comme témoin, elle tombe des nues. Elle pensait pas qu'il y avait d'autres victimes comme elle. Alors, elle pensait pas. Elle voyait quand même. Elle constatait, puisqu'elle recevait les 5 enfants de cet homme qu'il avait eu avec une première compagne, et elle voyait bien qu'il était quand même assez dur avec eux. En fait, elle arrondissait à chaque fois les angles. Et elle savait aussi, puisqu'elle l'avait rencontré, cette compagne, qui plutôt était contente qu'il ait finalement une nouvelle liaison. Voire une nouvelle cible. Absolument. Et finalement, pendant ce temps, elle avait un peu plus la paix, entre guillemets, puisqu'il n'a jamais vraiment interrompu les relations avec les unes ou les autres. Et en fait, elle voyait bien, elle constatait bien qu'il s'en prenait à elle pour un oui, pour un non, qu'un jour, dit-elle, elle a assisté effectivement à cet homme qui donnait des gifles parce que elle allait pas assez vite pour lui remettre un téléphone portable, et elle a vu tout ça, elle a constaté tout ça. Mais je crois qu'elle arrivait à banaliser
puisque ça faisait partie de son quotidien, cette violence. Alors le 1er novembre 2017, le procès de Victor s'ouvre devant les assises de Seine-et-Marne à Melun. Élodie est dans un état fébrile, mais la force de Sophie, qui est à l'origine de la plainte contre son ex-compagnon, l'aide à trouver le courage de tout raconter. Dans le box des accusés, Victor, comme à son habitude, apparaît, sûr de lui. On voit un homme qui parle aisément, et on a presque l'impression que, comme dans la vie quotidienne, les personnes qui doivent sortir, ce sont les victimes. Appelés à la barre, les ex-compagnes de Victor reviennent avec courage et émotion sur ces années de violence. Élodie a pu parler. On pensait qu'elle ne dirait pas l'intégralité de ce qu'elle avait vécu. Et elle l'a dit. Et ne serait-ce que pour ça, elle était quand même fière d'elle. De son côté, Victor se dit victime d'une conspiration. Pour lui, les victimes ne pouvaient être que consentantes. À l'issue des 3 jours d'audience, Victor est reconnu coupable de viol et violence conjugale sur Sophie, Élodie et Sarah. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle, assorti d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Aussi bien Sophie qu'Élodie, elles se sentent entendues, elles se sentent crues surtout, et elles sentent que la vérité a jailli. Pour elles, c'est une victoire. Aujourd'hui, plus de 2 ans après le procès d'assises, Sophie, Sarah et Élodie ont commencé une nouvelle vie. Mais les 3 victimes restent marquées à jamais par les sévices endurés. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. Maître Jeanine Bonadjonta est toujours avec nous, avocate d'Élodie. Maître, Élodie, ça a été terrible pour elle ce procès aussi. On l'a dit, elle est arrivée, elle était fébrile, elle était mal. Ça a été une épreuve. Une très grande épreuve. On pensait qu'elle ne tiendrait pas le coup tellement elle était fragile. C'était une petite chose, un petit oiseau. Et je ne sais pas où elle a trouvé cette force. Elle a tout dit. Tout dit. On l'a probablement aidée aussi dans la préparation de ce procès. Ça nous a pris des heures et des heures. Elle a tenu le coup. Et surtout, donc déjà, elle était très fière d'elle. Et surtout, elle était très heureuse parce que on avait tenu tête à cet homme. C'est vrai qu'en lors de notre plaidoirie, en ce qui me concerne, je me suis adressée à lui. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit vraiment ce que je pensais de son attitude. Vous lui avez dit quoi ? Je lui ai simplement dit que c'est facile d'être un tyran et avec une femme aussi gentille, qui avait des valeurs, qui était pleine de vie, de gaieté, d'amour pour lui, de bienveillance. Et que c'était facile, quand on est vide comme lui, de tout prendre et de ne rien donner, et surtout de lui prendre son intégrité physique, son intégrité morale. Et je lui ai surtout dit que pour moi ça n'était pas un homme, hein, en dehors de ses problèmes sexuels qu'il avait, mais que ce n'était pas un homme pour moi malgré le fait qu'il jouait à l'homme. Et quand elle a entendu qu'une femme pouvait s'adresser à lui comme ça, et que donc elle s'est dit enfin, nous sommes reconnus, il a baissé la tête, et pour elle c'était aussi une victoire. Et pour autant, elle n'est pas guérie. Au fond. Voir une femme tenir tête à l'homme qui lui fait du mal, c'est presque une thérapie. Une thérapie parce qu'elle s'est dit, je pense que jamais une femme ne lui a parlé comme ça. Et quelque part, elle était presque guérie parce qu'elle n'est pas guérie. Elle ne sera jamais guérie. Le mal est trop profond. Il a infligé sur elle des horreurs qu'elle n'avait jamais connues, puisque c'était plutôt une femme protégée par ses parents, par sa vie tout simplement. C'était une femme autonome financièrement, qui travaillait, qui avait un bon emploi. Et puis tout ça l'a détruite complètement et aujourd'hui elle a un stress post-traumatique très 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 important. Aujourd'hui elle dort mal, elle a peur de tout, elle a peur surtout des hommes et je ne suis pas certaine qu'elle puisse commencer une nouvelle vie alors qu'elle est jeune, elle a droit quand même à avoir sa vie de famille, mais je n'en suis pas certaine. Merci maître, merci beaucoup d'être venu en direct sur ce plateau.